salut. Je reviens. Oh non, mon café. C'est bon, nous sommes sauvés. Le café a été récupéré. Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis épuisée, je pense que ça se voit un peu, j'en suis désolée. On va essayer de faire quand même au mieux. Je reviens pour vous faire un petit book haul, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et là ce sont des livres assez originaux, assez particuliers que vous n'aurez sans doute pas vu ailleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les partager avec vous et vous allez voir qu'il y a quand même une composante féministe assez importante et qu'on est sur beaucoup de non-fiction également. Donc j'espère que ça vous intéressera, mais je me suis dit que c'était assez différent de ce que j'avais l'habitude de proposer, donc ça pouvait être bien de changer un petit peu et de vous proposer ça. Alors on va commencer avec la fiction, je pense, pour que ce soit peut-être un petit peu organisé, même si a-t-on vraiment besoin que ce soit organisé, je ne sais pas, mais bon. Écoutez, ça me fait du bien apparemment. Premièrement, j'ai acheté 2 romans. Un dont vous avez entendu parler si vous étiez là lors du live que nous avons fait avec Nabolita sur Warda, qui était la lecture qu'elle a proposée dans le cadre de son club de lecture et qui correspondait à ce que moi je vous ai proposé, à savoir Le Printemps égyptien, sur lequel on a fait un live dernièrement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. J'ai acheté Les années de Z de Sonala Ibrahim. Sonala Ibrahim, c'est un auteur égyptien qui est fortement à gauche politiquement et c'est un sujet qui revient dans nombre de ses écrits. J'ai déjà lu 3 de ses romans, à savoir Warda, Le Comité et un tout petit texte qui est à dimension autobiographique qui s'appelle Cette odeur-là et qui est le récit de sa sortie de prison étant donné qu'il a été emprisonné sous Nasser. Dans Les années de Z, Sonala Ibrahim reprend une personnage féminine comme il le fait dans Warda pour nous exposer sa vie, somme toute apparemment très banale, d'une femme égyptienne tout à fait ordinaire et nous montrer les évolutions, les perturbations et la réalité du quotidien en Égypte, aussi bien au niveau socio-économique que de ce qui se passe au niveau de la politique, les trois étant fortement bien évidemment liés. C'est un auteur que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il permet de découvrir aussi un autre pan de l'Égypte qui est un pays que j'aime énormément pour beaucoup de raisons et donc j'ai hâte de lire ce roman. Le Printemps égyptien est achevé mais quand même je pense que je vais le lire assez prochainement parce que ça m'intéresse vraiment. Le deuxième roman, alors celui-ci, je suis tombée dessus absolument par hasard, je ne sais même plus pourquoi. Il s'agit de A Month in the Country, donc de J.L. Carr. Je n'avais jamais entendu parler de ce roman qui est extrêmement court comme vous pouvez le voir. C'est un roman anglais. Et la littérature anglaise et moi, vous savez que ce n'est pas l'amour fou du tout. Mais écoutez, je suis prête à toujours donner une chance. Moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se ferme. Et le roman étant très court, ça m'a bien évidemment aussi un petit peu motivée. Il a été assez bien reçu. Il y a quand même eu des critiques assez élogieuses qui ont été publiées. Il s'agit d'un survivant de la Première Guerre mondiale qui se réfugie après la guerre bien évidemment dans un petit village médiéval et qui en fait raconte justement cette période de sa vie qui est une période un petit peu de réclusion, mais une réclusion pour se soigner et pour finalement retrouver un sens à la vie et renaître d'une certaine manière. J'avais très envie de lire ce roman parce que j'attends quelque chose d'assez doux, d'assez poétique et qui... alors je sais pas comment le dire mais en fait à chaque fois que je pense à ce genre de roman et un roman là que j'ai lu de Naguib Mahfouz, mais on en parlera dans un bilan littéraire je pense dans une autre vidéo, un bilan de lecture pardon, vous savez certaines personnes parlent beaucoup du prophète de Khalil Gibran ou de L'Alchimiste de Coelho. Alors je ne mets quand même pas les deux dans le même panier, sachant que je trouve que L'Alchimiste est absolument médiocre, mais je trouve que le prophète, c'est aussi vraiment surcoté. Et en fait, moi ce que j'aimerais, c'est un texte qui ait cette dimension-là un petit peu métaphysique, un petit peu spirituelle, un petit peu de finalement quel est le sens de la vie et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver quelque chose de simple qui remotive et un petit peu reconditionne notre regard porté sur le monde, blablabla. C'est un petit peu ce que j'espère trouver là-dedans. Je pense que c'est tout à fait possible et puis tellement court que ce serait dommage de se priver d'une peut-être bonne découverte. Pour le reste, on va être sur des essais ou sur du témoignage. On va rester sur un petit peu une dimension littéraire et sur du témoignage avec ce livre-ci. J'en ai parlé lors du bilan que j'ai fait du Printemps égyptien. Il s'agit des journaux intimes de Nawal El-Saadawi, une fille d'Isis. Il n'est pas question ici, je crois, de journaux qui auraient été tenus toute sa vie. Ce sont des journaux qu'elle a tenus plutôt quand elle était
quand elle était assez jeune. Nawal El-Saadawi, moi c'est une femme que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup, je la trouve extrêmement intelligente, courageuse, je trouve qu'elle a une vitalité et une forme de courage et d'audace que je n'ai absolument pas et que donc j'admire d'autant plus. Et voilà, j'ai très envie de lire ses écrits à elle plus personnels. Je l'ai quand même beaucoup lu, mais je n'ai pas lu de texte autobiographique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Et dans la même veine, un petit peu différent, mais vous comprendrez le point qui est assez évident, j'ai celui-ci. Les années au harem Years, The Memoirs of an Egyptian Feminist, ce sont les mémoires d'Huda Sha'rawi. Huda Sha'rawi, c'est une des premières, on va dire, féministes égyptiennes connues. J'ai également une biographie écrite par sa petite fille que j'avais commencé à lire mais qui est assez longue, donc je verrai. Je vais quand même commencer finalement par celui-ci parce que ça m'a l'air plus direct et plus proche d'elle en fait, tout simplement. C'est le livre que je lis dans le cadre du cercle féministe pour le mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois du tour du monde féministe. En fait, c'est un mois libre où chacun et chacune lit un ouvrage de non-fiction, féministe ou autobiographie ou biographie d'une féministe. Et on se fait tout après un petit retour, que ce soit par écrit, que ce soit par vocal, que ce soit par vidéo, pour essayer de se constituer une banque de données. Et l'idée, c'est finalement de balayer autant de pays et d'époques que possible. Et donc moi, je suis donc en Égypte au XXe siècle. Fin 19e et début 20e, on va dire, première partie du 20e. Voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai très hâte et j'espère pouvoir faire une vidéo dédiée à Huda Sha'rawi sur ma chaîne féministe, même si cette chaîne est totalement à l'abandon, ce qui est vraiment regrettable. Mais cette année j'ai été très occupée et là en cette fin d'année je suis encore plus occupée et là j'avoue que ça me pèse beaucoup parce que j'adore mon travail, je le trouve extrêmement intéressant et très utile et pour moi ça c'est primordial, mais de l'autre côté je vois à quel point cela me freine dans tout ce que j'ai envie de faire en ligne et tout ce que j'ai envie de proposer. Et je sais que ce ne sera pas pour toujours, j'attends en fait, je vais demander à un moment donné une année de disponibilité, je mets de l'argent de côté, mais voilà, c'est la réalité aussi, quand on n'est pas riche, quand on n'est pas super privilégié, en fait ça peut pas se faire en un claquement de doigts, et il y a donc cette période d'attente où on prépare cette période future qui je l'espère arrivera bientôt et sera extrêmement cool, je le pense mais je l'espère, on ne sait jamais, et cette période d'attente où on doit concilier les deux, c'est très difficile. Sachant que concilier les deux, c'est déjà faire l'impasse sur d'autres choses que j'aimerais faire. Et ça, au quotidien, c'est très déprimant et très lourd à vivre. Mais bon, bref. Ensuite, on est donc sur 4 essais. Alors, je vais vous parler premièrement de celui-ci. Il s'agit d'un essai qui n'intéressera qu'une ultra minorité, je pense. Mais bon, j'étais à Lyon et en fait, il y avait beaucoup de librairies que j'ai beaucoup aimées à Lyon. J'ai fait un petit reel à ce sujet sur mon Insta littéraire. Et en fait... il y avait une librairie en particulier que j'ai vraiment adorée, j'ai oublié d'ailleurs comment elle s'appelle, mais bon bref, elle était dans la Croix-Rousse et il y avait un pan tout entier consacré au livre d'occasion et j'ai trouvé L'esprit libertaire du surréalisme d'Alix Large. Alors clairement, hein, c'est en franc carrément derrière, donc voilà. Ça c'est pour les passionnés du surréalisme. Le surréalisme c'est mon mouvement littéraire préféré, même si c'est pas... c'est un peu bizarre, mais c'est mon mouvement littéraire préféré et en même temps, c'est pas forcément les livres que j'ai le plus de plaisir à lire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires. J'adore le surréalisme. Vraiment, j'adore ça. C'est hyper stimulant. Moi, j'y trouve toujours quelque chose. Et j'ai beaucoup de livres de théorie sur le surréalisme à l'étranger, en France. Des livres qui sont d'ailleurs plus du tout publiés, qui sont un petit peu introuvables, etc. Et à chaque fois que j'en trouve un, je l'achète, en fait. J'hésite même pas. Et donc là, c'est tout ce que j'aime, en fait. C'est la dimension politique du surréalisme qui est vraiment, pour moi... l'une des particularités du surréalisme. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. À un moment donné, j'aimerais vraiment proposer un contenu différent, un contenu payant mais différent, à des prix abordables hein, quand même, qui serait un peu plus comme en fait vraiment une forme de formation ou de cours, un pack en fait, avec des vidéos, de l'audio, de l'écrit, des références, etc. Plein de choses différentes, comme un petit peu si vous préférez un cours qu'on pourrait, une UE ou des séminaires ou des choses qu'on pourrait trouver à la fac. Et clairement le surréalisme, je pense que ce sera vraiment l'objet d'un pack. Ça ce sera pas tout de suite hein, parce que vous imaginez la dose de travail, mais donc l'esprit libertaire du surréalisme. Ensuite, celui-ci. Alors lui, j'ai été tellement contente de le trouver. Je l'ai trouvé... Attendez, les deux livres en fait sont de la même maison d'édition qui est l'Atelier de création libertaire.
Celui-ci, je crois que je l'ai acheté dans la librairie connue à Lyon qui s'appelle le bal des quelque chose, là, avec l'entrée toute faite de livres. Il s'agit de Marie Huot, libertaire, néo-malthusienne, antispéciste, théosophe. Vous vous doutez bien que quand j'ai vu ça, je l'ai pris, je n'ai même pas hésité. C'est un texte écrit, enfin un livre écrit par Sylvain Wagnon, ou Wagnon, je ne sais pas comment ça se prononce, j'en suis désolée. Il est un docteur en histoire et un enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier, et dans lequel il va présenter en fait Marie Huot. Et Marie Huot, je ne la connais vraiment pas, et j'ai hâte de la découvrir. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une personne absolument enthousiasmante, inspirante, et bien évidemment, je vais pas vous mentir, le fait qu'il y ait cette dimension aussi de la question de la population, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement important, totalement passé sous silence, et c'est bien dommage. Il est dit que l'auteur, dans un texte qui entremêle histoire et réflexion politique, nous relate une vie de militante, de combattante, difficilement classable dans le seul domaine de l'action politique, mais qui affirme la nécessité d'une convergence des luttes. L'histoire et l'actualité de ces combats nous concernent tous et toutes. Voilà. En plus, elle était proche de Louise Michel, donc que du bon. Deux derniers essais, cette fois-ci, essais tout à fait classiques, voilà, qui ont un thème commun. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens, qui coûte uniquement 5 € et qui est tout petit. Voilà, vous vous doutez bien, on parle de l'immigration, et vous le savez, et de la xénophobie derrière, etc. C'est un sujet, vous le savez, qui m'intéresse beaucoup, et depuis... franchement, depuis maintenant bien 10 ans, en fait, finalement, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, avec mon premier un petit peu emploi, mes stages quand j'étais étudiante, le bénévolat que j'ai fait pendant des années, et maintenant mon poste de prof de FLE en UPE2A, auprès de MNA ou de MIE, peu importe, bref, comment vous les appelez. Et le deuxième essai, Immigration, fabrique d'un discours de crise, de Louis Humbert, aux éditions Amorce, aux éditions 10-18. Bon, vous avez très bien compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'analyser finalement tous les discours absolument catastrophistes et qui cherchent à alerter et à présenter l'immigration comme un énorme problème absolument nouveau et extrêmement menaçant. Je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Je tousse toujours. Ça fait plus d'un mois que je tousse, mais... tout va bien, c'est génial. J'espère que cette petite présentation de plusieurs ouvrages vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu. Bon, je doute que vous ayez lu certains de ceux-ci, à part peut-être effectivement les deux derniers sur la question migratoire, mais les autres j'ai peu d'espoir, mais c'est pas grave. Par contre, si vous avez lu celui-ci, je serais très curieuse, ainsi que celui de Sonala Ibrahim. Voilà. Écoutez, je suis en train de m'étouffer complètement, donc je vais vous laisser, je rebois. Ah, ça fait un peu de bien. Et puis je vous dis à très bientôt.